Très heureuse de vous retrouver pour le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Des enseignants compétents, performants et engagés pour une école de qualité, ce sont les thèmes qui vont régir l'année scolaire 2019-2020. La traditionnelle réunion de rentrée scolaire a eu lieu ce mercredi. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. 500 pompes villageoises réhabilitées chaque mois pour permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à l'eau potable. L'action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. On en parle également ce soir. Et puis l'avion spécial transportant le corps de Robert Mugabe s'est posé ce mercredi 11 septembre dans l'après-midi à l'aéroport de Harare pour des funérailles nationales. Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans. Voilà pour les titres. On débarque tout de suite avec cette information. Des enseignants compétents, performants et engagés pour une école de qualité. Ce sont les thèmes qui vont régir l'année scolaire 2019-2020. 2 jours après la reprise des cours, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a rencontré justement les acteurs du système éducatif. De nouvelles consignes ont été données pour la réussite de cette année scolaire. C'était à l'occasion de la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. On en parle avec notre reporter, Sephora Zegui. Par ce geste, Kandia Camara remet aux 41 directions régionales une décision des consignes à suivre pour une année scolaire apaisée et de qualité. Nous sommes à la traditionnelle réunion de rentrée scolaire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les acteurs du système éducatif ivoirien à plus d'engagement et de responsabilité. Chers collègues enseignants, notre métier si noble nous confère un rôle important dans la société. Nous avons en main l'avenir de tous les enfants de notre pays, la Côte d'Ivoire. Leur éducation et leur formation nous incombent. C'est pourquoi j'en appelle à votre engagement. Prouvons à nos concitoyens que nous savons mettre en terre la graine. Et quand les bourgeons pousseront majestueusement, la conscience populaire nous le revaudra. Soyons à la hauteur de cette mission. Les syndicats d'enseignants du secondaire et du primaire ont eux aussi pris part à cette rencontre. Ils promettent œuvrer à l'apaisement du climat en milieu scolaire. Nous sommes très heureux de comprendre que les discussions vont se poursuivre pour que cette année-là soit une année apaisée. Nous allons faire notre rentrée scolaire pour donner des chances à nos enfants, aux enfants du Côte d'Ivoire, leur droit à l'éducation. Au cours de ces échanges, ont surtout été relevés l'importance de l'engagement des enseignants pour des résultats scolaires performants. Madame le ministre nous l'a bien signifié, nous serons appréciés à partir de nos résultats scolaires obtenus aux différents examens scolaires. Introduction de nouvelles filières dans l'enseignement technique et professionnel, démarrage de la formation par apprentissage sont entre autres les actions à réaliser cette année. Des consignes fermes donc pour améliorer les conditions de travail des élèves. Pour mener à bien notre travail, je vous demande de bien noter les instructions suivantes. La poursuite de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'intensification de la sensibilisation et de la répression contre la fraude, la tricherie, le tabagisme, l'alcoolisme, la violence et les grossesses en situation scolaire. L'interdiction de la vente aux élèves de fascicules et autres documents non autorisés. L'année scolaire qui a débuté le 9 septembre dernier prend fin le 31 juillet après les cours du soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera du 25 au 28 septembre prochain dans la région du Inzi, visite très attendue des populations qui, vous le voyez sur ces images, préparent activement l'événement. Pour sa réussite, élus, cadres, chefs coutumiers et guides religieux ont tenu à cet effet donc une réunion. C'était à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Le compte rendu de cette réunion préparatoire dans nos
édition prochaine. En attendant, on évoque cette autre bonne nouvelle pour les populations rurales. 500 pompes villageoises réhabilitées chaque mois pour permettre donc à tous les Ivoiriens d'avoir accès à l'eau potable, même dans les hameaux les plus reculés. L'action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement et le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, a justement rencontré pour échanger sur la question ce mercredi les acteurs du secteur. Francis Boifo. Redoubler d'ardeur et travailler surtout en synergie. C'est en substance le message du ministre de l'Hydraulique aux directeurs régionaux de l'hydraulique et de la SODECI. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation et de maintenance des 21 000 pompes à motricité humaine. Les enjeux. S'assurer que, premièrement, les différents directeurs régionaux de l'hydraulique et de la SODECI ont cerné les différentes étapes du PS-Gouv, volet réparation des 21 000 pompes, et du mode d'intervention des différents acteurs. Deuxièmement, qu'ils s'assurent également que les directeurs régionaux de la SODECI et de l'hydraulique ont la maîtrise de la méthode de certification du contrôle des travaux et de la qualité de l'eau qui est produite. La direction générale de la SODECI dit avoir pris toutes les dispositions pour réussir le projet. Nos équipes sont déployées opérationnellement donc sur le terrain pour réparer les pompes, pour remplacer les pompes sous la supervision du ministère de l'Hydraulique. Avec l'ensemble des investissements qui sont en cours, en tout cas nous jouerons notre rôle dans la symphonie qui a été définie par le ministère. Faire en sorte que la méthodologie nous permette de réhabiliter 500 pompes par mois et atteindre un objectif de 4 500 pompes déjà en décembre. Et la stratégie que nous avons mis en place, c'est que jusqu'en juin prochain, toutes les pompes soient remplacées et réhabilitées. Avec cette réhabilitation, les populations auront un plus grand accès à l'eau potable. Et cela cadre bien avec le programme social du gouvernement. Cérémonie de passation de charges entre Souleymane Diarra-Souba, ex-ministre de la promotion des PME, et Félix Sanoblé, ex-secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, désormais ministre donc du dit département. On en parle avec Nadia Edja et Cheikh Koné. Retenez que le tout nouveau ministre s'engage à faire là des PME le socle de l'économie ivoirienne. Après avoir occupé pendant plus d'1 an le poste de secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, Félix Sanoblé a été nommé ministre plein à ce département le 4 septembre dernier. Désormais entièrement en charge de la promotion des PME, il reçoit les dossiers afférents à sa nouvelle fonction. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, précédemment à ce poste, a fait le point des acquis en termes d'accompagnement et de financement des PME, tout en rappelant les projets majeurs. Il s'agit entre autres de la mise en place du Fonds de garantie des PME et de l'Observatoire national de la politique nationale de développement des PME, de l'opérationnalisation du Fonds ivoirien de l'innovation, de l'opérationnalisation du statut de l'entrepreneur, sans oublier le nécessaire accompagnement de la consolidation des acquis de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Le nouveau ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises a rappelé son engagement à faire des PME le socle de l'économie ivoirienne. Je m'engage à poursuivre le vaste chantier ouvert en vue de l'éclosion réelle des petites et moyennes entreprises ivoiriennes pour leur pleine contribution à la croissance de notre pays par la multiplication des offres d'emploi et le recul de la pauvreté. Monsieur le ministre, nous voudrons souhaiter une étroite collaboration pour qu'ensemble nous puissions permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Le défi est énorme. En effet, bien que représentant 98% des entreprises formelles, les PME ne contribuent qu'à environ 20% du produit intérieur brut. Et on reste en économie pour évoquer l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Des spécialistes en planification étaient réunis récemment ici en Côte d'Ivoire, précisément à Dabou, une concertation pour la mise en place du mécanisme de veille stratégique. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. L'instauration d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique est sans précédent dans l'histoire de la planification en Côte d'Ivoire. C'est l'innovation majeure de la 4e étude nationale prospective adoptée en 2015 par le gouvernement. Cette étude projette la Côte d'Ivoire comme une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde à l'échéance 2040.
Atteindre une telle ambition requiert une attention des acteurs sur les risques potentiels de déclin et les opportunités de réussite du pays, tout le sens du mécanisme de veille stratégique. Pour éviter les scénarios pessimistes, il faut les surveiller à travers les indicateurs. Et pour concrétiser la vision et les scénarios optimistes, c'est la même chose. Il faut surveiller l'environnement du pays, surveiller l'environnement national, surveiller l'environnement international, pour qu'on ne soit pas surpris par les évolutions, les modifications des tendances, et pour ne pas qu'on soit surpris par les mutations qui sont malheureusement devenues de plus en plus complexes. Ça va nous permettre aussi, par rapport à la stratégie que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la forêt ivoirienne, de voir quels sont les mécanismes qu'on pourra mettre en place pour pouvoir veiller à ce que la forêt ivoirienne puisse être bien gérée sur de nombreuses générations. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique est une plateforme informatique. Elle prend en compte 22 domaines d'activité. Les données seront recueillies sur la base de l'évaluation de 431 indicateurs de veille. Et on parle coopération à présent. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu dans ce cadre l'ambassadeur de la Fédération de Russie, le renforcement de la coopération entre leurs deux pays au cœur des échanges. On fait le point avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. L'ambassadeur de la Fédération de Russie, reçu par Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, au centre de leur rencontre, le renforcement de la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Nous avons envisagé d'établir une coopération entre le Sénat ivoirien et le Sénat russe à travers des groupes d'amitié pour approfondir la coopération interparlementaire. N'oublions pas que nous avions des étudiants ivoiriens qui sont formés en Russie et que c'est devenu un nouveau pôle d'intérêt pour notre pays. Nous avons un intérêt réciproque pour raffermir et développer nos relations. Et ce que je constate avec beaucoup de satisfaction, que cette année-là, nous constatons un certain rebondissement dans nos relations politiques. Parce qu'on a vu voilà, la visite de son Excellence le Président du Sénat, qui est allé donc en Russie dans le cadre de ce forum parlementaire et pour noyer les contacts avec ses homologues au Conseil de fédération russe, notre Sénat. Cette rencontre est la deuxième du genre entre les deux personnalités. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est invitée au sommet russo-africain qui se tiendra en octobre prochain en Russie. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste souhaite une appropriation des différentes lois et ordonnances relatives aux droits numériques en Côte d'Ivoire. Eh bien, la première édition de la journée de vulgarisation du droit numérique était l'occasion d'en parler largement. Walter Amadou Ouattara. Selon les indices de l'Union internationale des télécommunications, UIT, la Côte d'Ivoire occupe la 8e place au classement des pays africains au niveau de la cybersécurité. Elle précède à ce classement le Cameroun, 9e, et le Ghana, 10e. Pour y arriver, le gouvernement a pris des ordonnances et fait adopter plusieurs lois par l'Assemblée nationale. De 2012 à 2019, ce sont au total 5 lois et 3 ordonnances qui ont été adoptées dans le domaine de l'économie numérique et de la Poste. Le retour d'information que nous avons, c'est que ces textes ne sont pas bien appréhendés par la population. Donc on s'est dit qu'il était bien de vulgariser ces textes. La loi d'orientation sur la société de l'information de 2017 et l'ordonnance sur les échanges électroniques entre les administrations et les usagers. Tout promoteur immobilier a l'obligation de prévoir un accès à très haut débit aux infrastructures de télécommunications. Alors, pour l'ordonnance sur les e-services qui a été adoptée en 2017 aussi, donc ça prévoit que désormais, les usagers peuvent interagir avec l'administration à travers les TIC. Pour faire la promotion de ces lois, une journée de vulgarisation du droit du numérique est initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Une meilleure application des textes dépend fortement de la connaissance que peuvent en avoir les acteurs concernés. La bonne compréhension et la bonne application de nos textes constituera, à n'en point douter, un gage pour l'accroissement de la maturité numérique de la Côte d'Ivoire. La contribution du numérique dans le PIB en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 9% d'après le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES.
Une rencontre sous-régionale se tient en ce moment ici même à Abidjan. Les réflexions portent notamment sur les défis sécuritaires, la lutte contre le terrorisme et les enjeux de la protection des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. Rencontre initiée par le Conseil national des droits de l'homme et on en parle avec Abou Sanogo. Intégrer les questions des droits de l'homme dans les mécanismes de lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. C'est l'enjeu de la rencontre sous-régionale organisée par le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire pour évaluer et partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme au regard du respect des droits de l'homme. Les attaques terroristes se multiplient dans les pays de l'espace CEDEAO avec son corollaire de violation des droits de l'homme. Il était bon, en tant qu'institution en charge des questions de droits de l'homme, interpellée par ces attaques multiples, de se retrouver et de mener des réflexions profondes et reverser ses conclusions au sommet des chefs d'État qui a lieu samedi prochain à Ouagadougou. La conduite de cette action concertée impliquant tous les acteurs à tous les niveaux est nécessaire. Il faut donc, selon les participants venus des pays de l'espace CEDEAO, faire le diagnostic des facteurs favorables à la multiplication des actes terroristes. Les défis qui sortent des différents phénomènes de terrorisme ne peuvent pas être résolus par un seul pays. Donc, et pour cette réunion aujourd'hui, on veut renforcer cette coopération entre les différents pays. First, we realize that we all have national mandates. Nous sommes conscients que nous avons tous des mandats nationaux, mais en plus de cela, il y a le mandat supra, c'est-à-dire au niveau de la sous-région, qui nous permet de nous connecter. Et le plus heureux, c'est qu'au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, on nous a donné un cadre pour pouvoir davantage œuvrer en synergie. Et puis, ça nous permet de partager nos idées, nos expériences. Les échanges ont essentiellement porté sur la lutte contre le terrorisme et le droit à l'information et la participation civile à la lutte contre le terrorisme. La rencontre bénéficie du partenariat de la Fondation Konrad Adenauer. Des industriels et gestionnaires des filières du cacao de Côte d'Ivoire et également du Ghana réfléchissent sur la durabilité dans la filière. 48 heures de travaux au terme desquels les participants ont salué l'avènement du comité baptisé Initiative Cacao. Et notez également que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de se mettre ensemble pour élaborer une stratégie commune de communication autour donc de la problématique. Noël Niagno. La lutte contre la déforestation, celle contre le travail des enfants, l'amélioration des moyens de subsistance des producteurs, la transparence et la traçabilité sont au cœur de la durabilité de la cacaoculture. Que faire? Comment le faire pour leur apporter des solutions justes, de sorte à fournir aux consommateurs du cacao propre? Industriels du cacao et du chocolat, responsables du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et ceux du cocoa à bord du Ghana ont consacré 48 heures à la résolution de ces équations déterminantes à la production du cacao à court, moyen et long terme, mieux, à aider les producteurs à vivre décemment de cette activité. Aux industriels d'avoir du cacao en quantité et en qualité pour leurs usines, aux consommateurs d'avoir des produits finis propres. Au terme des travaux, les parties ont convenu d'une chose essentielle, l'élaboration d'une stratégie de communication sur les actions à entreprendre conjointement. Nous avons la volonté commune. Le Coco Board pour le Ghana et le Conseil du Café Cacao pour la Côte d'Ivoire. Nous avons la volonté de travailler avec l'industrie du chocolat pour que nous puissions continuer à examiner les différentes questions qui se posent à la filière. Ils ont par ailleurs rappelé l'action entreprise par le Ghana et la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les questions portant sur la transparence et la traçabilité. En Côte d'Ivoire, nous avons décidé de faire le recensement des planteurs. Le Ghana aussi. D'ici fin 2020, nous aurons fait le recensement de l'ensemble des planteurs de Côte d'Ivoire. Et nous saurons s'il y a des enfants à risque dans les plantations. Et nous allons régler un certain nombre de problèmes pour ce qui concerne les enfants dont on parle. Voilà qui permettra de débarrasser la cacaoculture du travail des enfants au regard des données objectives.
Et pour organiser au mieux le secteur, l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles sensibilise les producteurs de cacao à adhérer au processus d'identification, une initiative qui vise entre autres à œuvrer à une traçabilité du cacao. C'est ce que nous rapporte Eugène Atoubé. Recenser les producteurs et leurs vergers. C'est ce à quoi s'attelle l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles de l'Ouest montagneux, APROPAM. Elle sillonne les régions du Tompi, du Guémon, du Cavali et du Bafing. Objectif, sensibiliser les producteurs sur le bien fondé de cette opération d'identification entreprise par le Conseil Café Cacao. Podia Gouiné, sous-préfecture dans le département de Mans, est la première étape de cette campagne de recensement des producteurs et leurs vergers. Il faut bien qu'on se fasse recenser pour démontrer que notre cacao est cultivé hors des forêts classées. C'est un processus qui est irréversible. Dans l'avenir, le producteur qui ne s'est pas fait recenser ne pourra pas vendre son cacao. Le producteur qui n'est pas dans la base de données du Conseil du Café Cacao ne pourra pas vendre son cacao. Mais c'est ce travail-là qu'on fait auprès des planteurs pour leur expliquer. Les producteurs et organisations agricoles ont été invités à une adhésion massive par les responsables de l'APROPAM et les autorités administratives et politiques de ces régions. Siki Blanc-Blaise a rappelé la politique agricole du gouvernement. Il a également loué les actions de développement du chef de l'État en faveur de la région et salué l'organisation des producteurs de café cacao. Ce recensement ne nécessite aucune participation financière du producteur. Les producteurs recensés bénéficient de la confiance des institutions financières. Leurs parcelles et leurs ayants droit seront également protégés. Voilà un commentaire de Jean-Marc Djadji. On ouvre à présent la page politique de ce journal. On se rend tout de suite dans la sous-préfecture de Songon pour le faire. Songon où les populations, avec à leur tête le ministre-gouverneur Robert Begré Mambé, ont organisé ce mercredi 11 septembre un grand rassemblement, rencontre à laquelle prenait part Herman Guivet pour RTI. Ils étaient plus de 900, selon les organisateurs. Élus, cadres, chefferies traditionnelles, notabilités et populations rassemblés dans l'enceinte et aux abords du palais du village de Songon-Dagbé, tous autour du ministre-gouverneur Robert Begré Mambé. Face aux populations, il déclare « Ce sont des choses concrètes que nous allons réaliser avec vous. L'histoire des partis politiques, moi ici à gauche, je suis à droite, tout ça, on est fatigué. On est avec le président Alassane Ouattara. Pour le développement de Songon, pour le développement d'Abidjan, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le développement présenté comme offre, l'union et la réconciliation comme socle, soutenu par les populations de la sous-préfecture de Songon par les cadres élus et chefs traditionnels, il affirme sa couleur politique, celle du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Plus de 3 heures d'échange avec les populations, 3 heures de communion avec celles-ci pour les instruire des grands projets qui connaîtront bientôt leur démarrage. Des actions de développement qui, selon les chefs traditionnels Hatchan, ont achevé de convaincre sur les missions et objectifs de développement que le chef de l'État a assignés à son gouvernement. Tous les villages et campements ont été électrifiés ou bénéficié d'une extension. Tous les établissements scolaires et centres de santé ont été réhabilités ou en voie d'achèvement. Un programme de logements sociaux a même été réalisé. Avec toutes ces réalisations, le visage de Songon a changé qualitativement, ainsi que les conditions de vie des populations. C'est pourquoi les chefs des villages de Songon, unis et rassemblés, avec le soutien de les braves et vaillantes populations, le ministre-gouverneur Begré Mambé Robert, collaborateur de premier plan du président de la République Alassane Ouattara, lui exprime ici leur profonde gratitude et leur infinie reconnaissance pour toutes ces actions de développement. Enfin, il le rassure quant à la totale adhésion aux idéaux de paix, de fraternité et de cohésion sociale, gage d'un bonheur harmonieux et continu pour une Côte d'Ivoire toujours prospère. Le ministre-gouverneur Robert Begré Mambé s'est saisi de l'occasion pour appeler les populations à toujours privilégier le vivre ensemble, la paix et la voie du dialogue. Robert Begré Mambé s'est dit lui-même
en mission. Je suis membre du RHDP et je suis avec le président Alassane pour aider à la réconciliation entre les deux grands hommes de ce pays. Pour pleurer auprès de lui, pour pleurer auprès d'Annie Konan Bédié, pour que les deux se réconcilient parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Bédié et Alassane se réconcilient, que les enfants d'Oufoué se retrouvent. L'essentiel, c'est qu'ils se réconcilient pour moi. C'est dans l'expression de la pure tradition Hatchan que s'est achevée cette rencontre. Le mouvement Tonkui RHDP 2020 sensibilise pour un meeting de soutien au RHDP. Ce sera à Danané le 21 septembre prochain. Et pour en parler, une conférence de presse a été organisée récemment. On en parle avec Chris Diomandé et Gabriel Zani. Le mouvement Tonkui RHDP 2020 bat le rappel des troupes des militants oufouettistes à Danané. Le président du mouvement, Albert Flindé, a tenu une conférence de presse pour inviter les communautés de la région à se mobiliser en vue de réussir le rassemblement du 21 septembre prochain à Danané. C'est rassembler les militants, rassembler les animateurs de notre mouvement, rassembler la population pour démontrer notre capacité de mobilisation. De faire aussi en sorte que la population démontre au président de la République qu'elle est à sa disposition. Et donc que ce développement que la population recherche nous atteigne effectivement. Né pour faire la promotion du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Tonkui RHDP 2020 doit battre le record de la mobilisation car il s'agit, selon le président du mouvement, de rendre hommage à Alassane Ouattara, le président de la République. C'est de faire en sorte qu'ils viennent pour écouter les messages forts qui vont être lancés à cette occasion. Donc nos parents de Danané, mais aussi nos parents de Sipilou, de Ma, de Zombier, de Nogwalé, de Sanguiné, de Maple, on leur demande de tout faire. On démontre à la face du monde que le mouvement Tonkui RHDP est un mouvement très fort. Et dire au président de la République et à son gouvernement, à son premier ministre, à tous ses ministres, que nous sommes à leur disposition pour faire la promotion du RHDP dans notre région. Depuis le 3 mai dernier, date de sa création, Tonkui RHDP 2020 ne cesse de sillonner les 18 montagnes pour le RHDP afin de faire de la région le bastion du parti des oufouettistes. Rentrée politique de la délégation communale de Yopougon-Niangon du PDCI RDA, c'était samedi dernier, 7 septembre 2019. L'événement s'est déroulé au foyer des jeunes de Yopougon Azito Village et c'est avec David Soyo et Michel Digré qu'on fait le point. Au son de la musique de l'hymne du PDCI RDA, les militants montrent leur engagement à porter haut le flambeau de leur parti. Cette rentrée politique de la délégation communale de Yopougon-Niangon du PDCI RDA a pour but de présenter le personnel politique, d'identifier les militants et les mobiliser autour des échéances électorales futures. Aujourd'hui, premièrement, c'est d'identifier nos militants. Deuxièmement, c'est de les amener à se faire enrôler. Troisièmement, c'est de les amener à se faire inscrire sur la liste électorale afin que nous puissions atteindre nos objectifs en 2020. Aux côtés du PDCI RDA, des représentants de certains partis politiques. Cette rentrée politique de la délégation communale de Yopougon-Niangon du PDCI RDA est aussi le lieu de sonner la mobilisation autour du meeting qui se tiendra le 14 septembre. Hier, mardi, la journée a été marquée par l'Achoura, commémoration inscrite au calendrier des célébrations musulmanes. C'était un moment de prière et de recueillement, moment auquel prenait part le ministre Albert Mabritouakus. Complexe culturel Al-Zahra ou encore grande mosquée libanaise de Marcouri. À l'intérieur, hommes, femmes, personnes du troisième âge, jeunes et enfants, mais aussi imams, guides religieux et prédicateurs de la communauté musulmane libanaise Al-Gadir sont en pleurs. La raison, l'assassinat tragique de l'imam El-Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, prophète de l'islam, et plusieurs de ses proches dans le désert de Kerbala en Irak. Appelé Ashura, cet événement religieux est célébré chaque année par cette communauté. En plus du recueillement et les prières, l'association libanaise Al-Gadir initie une opération don de sang en vue de sauver des vies humaines. Dans cette commémoration,
de ce martyre, là où l'imam Al-Hussein, le petit-fils du prophète, a montré son altruisme et a défendu la cause des opprimés en donnant son sang. Et là, prenons ces leçons et ces principes et ces valeurs. Nous sommes aujourd'hui en train de faire les dons de sang comme chaque année depuis 1997. Le don de sang, un geste salué par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakes. Occasion pour lui d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à la tolérance, à la paix, à la solidarité et à l'amour. L'islam, c'est la paix, c'est la tolérance, c'est la vie en communauté, c'est donc mettre devant la fraternité. Et lorsque cela nous guide quotidiennement, on ne peut que promouvoir la paix. C'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Célébré le 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier lunaire, par la communauté musulmane libanaise chiite, cette 22e édition avait pour thème l'altruisme et la fraternité. Et on termine en images au Zimbabwe, où l'avion spécial transportant le corps de Robert Mugabe s'est posé ce mercredi dans l'après-midi à l'aéroport de Harare pour des funérailles nationales. Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.